Édition spéciale élection présidentielle au Cameroun, le temps des candidatures. Voici donc une nouvelle édition consacrée à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain au Cameroun. Et nous faisons évidemment la revue des candidatures à ce scrutin. On a déjà reçu quelques candidats. On en recevra un autre donc aujourd'hui dans cette édition. Et en attendant la confirmation de la candidature du président sortant, Paul Biya, une dizaine de candidats déjà déclarés, voire une douzaine. Et au cœur de la campagne électorale, la question sécuritaire, mais aussi la capacité des aspirants à la magistrature suprême à apporter des réponses pertinentes à cette interrogation qui travaille la société camerounaise. À quoi ressemblera le Cameroun après plus de 3 décennies de la présidence de Paul Biya? Par ailleurs, alors que les Camerounais abordent ce rendez-vous électoral majeur dans une ambiance plutôt morose, les candidats devront relever un premier défi, celui de mobiliser leurs électeurs, appelés à désigner leurs futurs dirigeants dans les urnes en octobre prochain. État des lieux dans ce grand débat d'une période préélectorale au Cameroun, avec l'un des candidats déclarés à cette élection, Jean-Blaise Gouette, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC. Il est notre invité, un de nos invités en tout cas dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le grand débat. Mes amis, salutations à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Douala, à Yaoundé, à Lubumbashi, à Édimbourg, à Berlin, à Cotonou encore, à Lomé. Merci d'avoir rejoint la communauté des co-débatteurs du grand débat. Je pense évidemment à nos nouveaux amis. On va les citer, ils sont très nombreux. On va essayer d'en citer quelques-uns. Anani Sossou, Moukabilwa Biemba, Moukam Bilwa, c'est son nom. Timothée Mouledi, Malam Wol Abacha Hari, ou ARL, pardon, c'est son nom. Konaté Ibrahim Abdul Hamid, Amat Abba, Traoré Ahmed, Ouedraogo Inoussa, Arsène, Cédric Ngand Jouan, Amadou Tidiane Diallo, Brice Rian, Destin Mdona, Emers, tout ça c'est des vrais noms en fait, sur Facebook. Merci d'être là en tout cas. Et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Nouvelle édition donc consacrée à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Invité Jean-Blaise Gouette, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, un parti qui affirme vouloir proposer un grand dessein pour le Cameroun du 21e siècle, un Cameroun inscrit donc dans la modernité. Détail et explication du projet dans ce grand débat avec Jean-Blaise Gouette, chef d'entreprise et candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Également avec nous, un peu plus tard dans cette édition, nous accueillerons au téléphone depuis la Belgique Moïse Esso, membre du bureau politique de l'UPC. Manidem, c'est l'Union des populations du Cameroun, responsable du CODE, c'est le collectif des organisations démocratiques et patriotiques de la diaspora camerounaise. Il est co-secrétaire du Front uni de la diaspora pour une alternative au Cameroun. Alors Jean-Blaise Gouette, on va vous présenter rapidement aux auditeurs qui ne vous connaissent pas beaucoup. Rapide biographie, vous êtes né à Mbalmayo au Cameroun. Vous avez 61 ans aujourd'hui, diplômé de l'Institut supérieur de commerce et d'administration de Paris, ancien étudiant en diplomatie et stratégie au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de France, ancien chef comptable en France avant de devenir chef d'entreprise. Vous avez été notamment le président directeur général de la société Gold Star pour l'Afrique centrale, homme d'affaires ayant choisi l'action politique que vous avez créé en 2009, ce mouvement, le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC. Donc vous êtes donc le président, c'est la première fois que vous vous portez candidat à une élection présidentielle. 4 points au cœur de votre programme: la décentralisation, une plus grande implication de la diaspora, la libération des détenus de l'opération anticorruption dite épervier et la réhabilitation de l'ancien président Amadou Ahidjo. On va s'arrêter là parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres points dans votre programme. On va vous demander une question rituelle quand on reçoit un candidat. Pourquoi vous êtes candidat à cette élection présidentielle au fond? C'est pour gagner réellement? Bonjour à Africa numéro 1, bonjour également à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci de me recevoir sur ce plateau pour justement parler de notre programme, notre vision, mais surtout ce que nous voulons apporter à ce peuple-là qui aujourd'hui est en train de se diviser de plus en plus. Voilà, donc je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est pas la première fois. J'étais candidat à l'élection présidentielle de 2011. Ah, pardon. Alors, cependant, je n'étais pas prêt. Vous savez, en toute chose, il faut savoir mesurer sa taille. Il faut également savoir parfois prendre du recul devant certaines situations, mieux se préparer et mieux bondir. Voilà, j'étais candidat à l'élection présidentielle de 2011. Je me suis retiré parce que je n'étais pas prêt à pouvoir à gagner cette élection. Et parce que quand on va à une élection,
on n'y va pas pour accompagner d'autres personnes. C'est ça. On ne va même pas pour y figurer, mais on va pour gagner l'élection. Alors, donc, depuis ce temps, je me suis effectivement préparé sur le terrain parce que j'ai mis en place une lampe solaire au sortir de cette élection-là. Une lampe solaire AIDA, modèle Jean-Blaise Gouet président en 2018. Parce que sur le carton, c'est bien noté JBG 2018, Jean-Blaise Gouet président en 2018. C'est ça. C'était une stratégie pour préparer ce chemin-là parce que très souvent, vous savez, les Africains attendent le lendemain pour 2 ou 3 jours, quelques mois avant l'élection, pour y aller. Moi, je me suis dit que c'est une élection que je devais commencer à préparer bien des années avant. Voilà, donc cette lampe Et vous vous êtes solaire, préparé depuis 7 ans, réellement? depuis 7 ans, je suis sur le terrain. Parce que depuis 7 ans, Oui. non seulement cette lampe solaire sur le carton, vous avez ma photo, elle a été achetée par presque tous les Camerounais. Dans chacune des maisons, on la retrouve. Oui. Donc ma photo y est aussi Achetée. bien sûr. C'est là qu'on Elle n'a retrouve pas été donnée. l'homme d'affaires, finalement. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, en même temps, il faut apporter une solution. En même temps, au-delà d'apporter une solution, il faut pouvoir faire participer chacun. Oui. Donc les Camerounais ont chacun participé. C'est une contribution. Donc. Ils ont contribué. Au-delà de contribuer, c'était une solution aussi qui a apporté, vous savez, avant que je ne mette cette lampe en service, au Cameroun, presque tous les jours, il y avait un enfant qui mourait parce que la bougie, soit une lampe tempête. Oui. Et depuis que j'ai mis cette lampe en service, ça a contribué à changer d'habitude aussi. Oui. Donc du coup, la population camerounaise et africaine d'ailleurs, parce que c'est une lampe qui s'est exportée également autour des autres pays. Donc elle a ici adopté d'autres habitudes. Oui. Donc on a vu une nouvelle technologie qui est arrivée et qui a apporté des solutions. Oui. Voilà. Donc, alors, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, si je puis dire, parce que c'est vrai que votre arrivée dans le jeu politique camerounais est relativement récente, relativement bien sûr. Hein, quand on vérifie votre popularité et auprès de vos compatriotes, alors ils se souviennent surtout de cette opération que vous aviez initiée en 2000, opération intitulée climatiseur pour tous, réfrigérateur pour tous. Alors, quel a été le résultat de cette opération finalement? Est-ce que chaque Camerounais a été équipé d'un réfrigérateur et d'un climatiseur? Voilà. En fait, moi j'ai apporté une solution. C'est-à-dire que depuis toujours, ce que je fais, au-delà de gagner de l'argent, je fais toujours en pensant au peuple. Oui. Voilà. Donc, j'ai été le représentant de LG, vous l'avez dit tout à l'heure, de Gold Star. C'est moi qui ai fait rentrer Gold Star au Cameroun. Ensuite, LG, j'ai fait rentrer LG au Cameroun. Et à la suite de ça, je me suis dit, la vitesse par laquelle j'ai fait rentrer cette marque au Cameroun, elle est devenue populaire. On peut le faire pour l'Afrique. Je me suis dit, ça, c'est bien de travailler pour d'autres personnes. Mais moi, ce que je vais faire, je vais laisser un héritage à l'Afrique et aux générations futures. J'ai donc mis en place la lampe solaire, la marque Lucky Gouet. Cette opération, quel en était le résultat? Climatiseur pour tous, réfrigérateur pour tous, parce que ça sonne comme un slogan, mais concrètement, ça a donné quoi? Alors, l'opération climatiseur pour tous a marché. Cette opération a marché pendant un moment. Malheureusement, également, par rapport à cette opération-là, je vendais les climatiseurs à 350 000 francs quand j'ai lancé cette opération climatiseur pour tous. Tout le monde n'a pas les moyens de s'équiper à 300 000 francs. Non, à l'époque déjà, 350 000 francs, un climatiseur de 1, 2, 3 chevaux. Oui. Ce qui s'est passé à l'époque, ces climatiseurs-là, au lieu qu'on les prenne chez moi, le système a été les acheter ailleurs. Le même climatiseur que je vendais à 350 000 francs, ils ont été l'acheter à 1 350 000 francs. D'accord. Maintenant, à côté de ça, j'ai lancé le réfrigérateur pour tous. Au moment où je lance effectivement ce réfrigérateur pour tous également, vous savez, l'Afrique, lorsque vous montez, à côté, il se demande où est-ce qu'il va. Alors, nous sommes dans un système qui, en fait, a contribué non seulement à... Vous disiez tout à l'heure, hein, en off, vous me disiez que vous avez connu le Cameroun en 82. Vous êtes reparti, là, c'était décevant. C'est un petit peu ça l'Afrique, vous voyez. Donc, on n'avance pas. Lorsque vous apportez des initiatives, ces initiatives, il faut qu'on les tue, il faut qu'on les casse. Moi, je lance cette campagne réfrigérateur pour tous. Et une fois que j'ai lancé cette campagne réfrigérateur pour tous, au lendemain de cette opération-là, les impôts sont venus sceller tous mes magasins. Ah oui, bien sûr. Pour un recouvrement d'impôts de 3 500 000 francs CFA. D'accord. Alors, j'avais fait venir pour cette opération plus de 400 millions de francs de marchandises, aussi bien dans les magasins qu'au port. Pendant ce temps, vous lancez une campagne sociale, les gens viennent. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est des scellés qu'ils trouvent dans vos magasins. D'accord. Alors, j'ai dit, c'est bien.
Moi, l'argent, je ne travaille pas pour de l'argent. Ce que je fais, je vous amène, je vous laisse tout. J'ai laissé tout cela et je suis parti. D'accord. J'arrive en France, je m'inscris au centre diplomatique et stratégique pour comprendre ce que c'est que la politique, comprendre un petit peu pourquoi l'Afrique n'avance pas. Alors, l'argent, c'est bien. Maintenant que autour de cette opération-là, autour de cette période, autant pour moi, il se passe au Cameroun en 2008, les émeutes de 2008 au Cameroun. Et suite à ces émeutes de 2008 au Cameroun, il y a beaucoup de jeunes qui sont descendus dans la rue, beaucoup se sont fait tabasser, beaucoup également, beaucoup de Camerounais ont souffert par rapport à cette opération. Et tout de suite après, je me suis dit, ces jeunes-là qui sont lancés dans la rue, personne n'a été les soutenir. Ce qu'il faut faire, il faut mettre en place un cadre pour désormais les encadrer. Et c'est comme ça que j'ai créé le MPCC en 2009. C'est ça. Pour justement apporter à ces jeunes-là un cadre dans lequel ils peuvent librement s'exprimer et réclamer leurs droits. On va justement parler du MPCC, mais on va parler surtout de votre candidature. Vous avez déclaré la semaine dernière lors d'une conférence de presse à Paris que ce qu'il faut pour le Cameroun désormais, je vous cite, c'est une nouvelle vision de la politique, une nouvelle manière de gérer autrement le Cameroun, ses fils et filles, son pétrole, ses diamants, ses richesses multiformes, mais surtout l'ensemble de ses richesses humaines, culturelles, politiques, économiques et sociales. Fin de citation. Alors, en quoi votre candidature peut convaincre les Camerounais que ce nouveau Cameroun est possible, et avec vous d'ailleurs, aux commandes de l'État? Vous savez, moi, un homme politique, Donald Trump, ça a été d'abord un homme d'affaires qui a fait ses preuves. Oui. Macron, ça a été un bon banquier qui a fait ses preuves, qui a travaillé, qui a apporté. Et l'Afrique doit en fait comprendre aujourd'hui qu'il ne suffit pas de s'élever, de bien parler, d'être populaire pour gérer un pays de demain. Je vous ai dit, moi j'ai laissé les affaires pour repartir à l'école, sur les bancs, apprendre la stratégie, la diplomatie. J'ai assisté, j'ai participé des exercices de coalition, de guerre, avec, ici en France, à l'école de guerre, en France, avec au moins une soixantaine de pays, la Russie, les États-Unis, ainsi de suite. Et donc là-dedans, j'ai occupé, au cours de ces exercices de simulation de guerre, j'ai occupé des postes de chef d'État à l'intérieur. Donc il faut une formation. Moi, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui sortir, vous savez, de sa chambre, sortir des bancs et dire, voilà, je veux gérer un pays. Un pays, c'est compliqué, c'est pas un jeu d'enfant. C'est déjà, il faut avoir l'expérience en termes sociaux, il faut avoir l'expérience dans les affaires, il faut avoir posé des actes, avoir employé des Camerounais et avoir donné du travail à certains Camerounais. Aujourd'hui, je pense que je suis de ceux-là, non seulement qui ont donné du travail aux Camerounais, qui ont apporté dans du social. J'ai sponsorisé les ascensions du Mont Cameroun, j'ai sponsorisé les Coupes du Cameroun. La dernière coupe de Dynamo, c'est moi qui la leur ai donnée. La dernière coupe de Kumbo Stracker, c'était moi. La dernière coupe de Canon, c'était moi. J'ai sponsorisé la plupart des activités du chef de l'État actuel. Le CEPAS, activité aussi bien de son parti politique que l'anniversaire de son ascension à la magistrature suprême. Justement, un mot sur le chef d'État, parce que là, vous proposez effectivement un contrat, je veux dire, de changement au Camerounais finalement. C'est-à-dire, voilà, vous dessinez un nouveau Cameroun, un Cameroun différent, un Cameroun en rupture justement avec le système actuel. Et si Paul Biya était de nouveau candidat, est-ce que vous voulez dire par là que le Camerounais pourrait à nouveau, je dirais, rater ce rendez-vous du changement? Moi, je pense que j'appelle les Camerounais, vous savez, au discernement. Il ne s'agit plus du président, mais il s'agit des 25 millions de Camerounais qui sont derrière. D'accord. Et ces 25 millions de Camerounais-là doivent en principe vivre de leurs droits. Ça veut dire qu'on doit donner à chaque Camerounais une assurance maladie, on doit donner à chaque Camerounais des droits. On a des jeunes qui ne travaillent pas, qui sortent des écoles, il faut créer des emplois. Et à ces jeunes-là, il faut les aider. On a des sans-abri aujourd'hui, des jeunes qui n'ont ni parents, ni mères. Est-ce qu'il y a un risque que les Camerounais ratent à nouveau ce rendez-vous du changement que vous prenez si Paul Biya était candidat? Si Paul Biya est candidat, je pense que les Camerounais, tels que je suis en train de vous le dire, ils doivent eux-mêmes, parce que le fonctionnaire qui a toujours soutenu le président, ce fonctionnaire-là, moi je viens pour lui redonner ses droits. Il faut donner au moins 25% de salaire à chaque Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons le diamant, nous avons des richesses. Très clairement si Paul Biya est l'obstacle majeur aujourd'hui à ce changement que vous prenez et que vous proposez aux Camerounais. Obstacle, je ne sais pas. Mais ce qui est certain,
le Cameroun doit avancer et peut mieux avancer. Parce qu'en fait, vous savez vous-même que nous avons eu nos indépendances sur les mêmes bases qu'un pays comme l'Inde, par exemple. L'Inde avait eu son indépendance et le pays colonisateur avait dit « Ok, on vous donne vos indépendances, mais le sous-sol, nous retenons. Pour vendre quoi que ce soit, vous devez d'abord vous adresser à nous. » Alors, les pays africains, aucun pays africain n'est passé par la guerre comme l'Inde l'a fait pour avoir son autonomie, son indépendance. Il y a quelques pays quand même. On peut penser à l'Angola notamment, à la Guinée-Bissau, tous ces pays qui ont mené des guerres de libération. Voilà, alors ces pays sont donc aujourd'hui libres et gèrent leurs matières premières, les vendent et progressent. Le Cameroun d'aujourd'hui ne va certainement pas faire un bond en arrière. Et pour cela, je suis là également pour appeler la France, parce qu'en fait, la France est un de nos partenaires historiques, dont on ne peut renier la coopération et la collaboration. Donc, cependant, il est important qu'on puisse s'asseoir et revoir les conditions qui, en fait, vont permettre à nos enfants de ne plus aller en Méditerranée. Parce que s'ils partent en Méditerranée, ils n'ont pas de choix. Un enfant qui va se lever le matin chez lui, le voisin va avoir du pain à donner à ses enfants. Et lui, il va certainement aller là-bas aussi, chez le voisin, avec sa femme et sa famille, parce qu'il n'a pas de travail, il n'a aucun revenu. On entend bien. On va devoir marquer une pause pour la publicité. Jean-Blaise Gouet. Jean-Blaise Gouet, vous êtes notre invité dans ce grand débat. Dans quelques instants, nous allons accueillir également Moïse Esso de l'UPC. Et je rappelle que Jean-Blaise Gouet est candidat à la présidentielle de 2019 au Cameroun, d'octobre 2019 au Cameroun, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Vous avez quand même contourné allègrement la question de Paul Biya. On y reviendra parce qu'on n'a même pas prononcé son nom une seule fois d'ailleurs. On se retrouve après la publicité. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, élection présidentielle au Cameroun. Invité spécial, Jean-Blaise Gouet, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Chef d'entreprise, candidat à l'élection présidentielle de octobre 2018 au Cameroun. Toutes mes excuses, évidemment, aux auditeurs, parce que plusieurs fois j'ai dit 2019, je sais pas, j'ai dû faire un saut comme ça dans le temps, mais c'est bien en octobre 2018 qu'aura lieu cette élection présidentielle au Cameroun. Dans quelques instants, nous accueillerons Moïse Esso, membre du bureau politique de l'UPC Manidem, Union des populations du Cameroun, responsable du collectif des organisations démocratiques et patriotiques de la diaspora camerounaise. Il est co-secrétaire par ailleurs du Front Uni de la diaspora pour une alternative au Cameroun. Encore une question pour vous avant de rejoindre Moïse Esso et Jean-Blaise Gouet. On va visiter rapidement quelques points de votre programme politique. Alors vous promettez beaucoup, il faut dire. Acceptation de la double nationalité, implication de la diaspora dans les affaires nationales, une assurance vie pour les militaires et policiers, une couverture maladie pour chaque citoyen, une élection présidentielle à 2 tours, une limitation des mandats présidentiels, le retour de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo et sa réhabilitation, la libération des prisonniers politiques et d'opinion et aussi des personnes incarcérées dans le cadre de l'opération Épervier, opération anticorruption. Vous promettez même la création d'une monnaie africaine. Voilà, vous êtes un peu, je dirais, le chevalier qui mènerait l'Afrique vers cette monnaie africaine. Est-ce que vous ne craignez pas que votre candidature soit perçue par certains comme un simple catalogue de promesses qui n'engagent que ceux qui les entendent? Moi, je suis un homme d'affaires. Oui. L'homme d'affaires, c'est le résultat. Oui. Au-delà d'avoir un résultat, vous savez, nous avons notre projet social. Alors, pour certains, vous l'appelez projet de société. Moi, je l'ai appelé des engagements. J'ai pris 20 engagements. Et donc, le peuple me jugera sur mes engagements. Ça veut dire que je m'engage à faire ci, à faire ça, ainsi de suite. Vous pensez créer une monnaie africaine en un mandat? La monnaie africaine, en fait, je vais mettre ce que j'ai dit. J'allais mettre une commission d'études de la monnaie africaine. Une monnaie pour tout le continent? Une monnaie africaine. Ou pour la région? Ou pour la région d'Afrique centrale? Bon, déjà pour la région de l'Afrique centrale. Oui. Voilà, il C'est-à-dire une sortie du CFA, vous voulez dire très clairement? Une sortie du CFA, ça, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. C'est pour ça que je dis je mettrai en place une commission. Si vous prenez une monnaie africaine, c'est une rupture avec le franc CFA. C'est bien ce qu'on entend. Je mettrai en place une commission d'études. Oui. De la possibilité de mettre en place on dit souvent que quand on met en place une commission d'études, c'est pour enterrer le dossier. Donc,
Et ça peut durer 5 ans. De toute façon, je ne peux pas décider. Je serai un Camerounais qui laissera demain la possibilité aux Camerounais de choisir ce qui est bien pour eux. Non, mais c'est vous qui leur proposez ce Moi, je que vous voulez propose faire. Aujourd'hui, j'entends des sons par-ci, par-là. Parce que vous prenez des engagements, vous parlez d'engagement. Donc vos engagements, évidemment, vous dites il faudra, comme le juge le moment venu, sur ma capacité à tenir mes engagements. Et parmi ces engagements, j'ai dit très bien que je mettrai en place une commission d'études. Oui. Ça veut dire qu'on va mettre une commission d'études. Les Camerounais jugeront ou les membres de la sous-région, l'Afrique centrale jugeront. C'est ça. Voilà, ça c'est ce que moi je ferai. Cependant, l'engagement que je prends, le premier, c'est non seulement de donner au président de la République un statut spécial de tout ancien chef d'État, celui qui est là aujourd'hui et ceux qui viendront demain. Parce que pour moi, je n'admets pas, vous savez, qu'un chef d'État travaille pour son peuple et qu'il a terminé ses jours à l'extérieur. Voilà, les divisions telles que nous l'avons eues pour le président Amadou Ahidjo, nous avons notre première maman qui vit à l'extérieur. Et ça, il faudra qu'elle revienne. Et je m'engage à vous engagez vous-même, comment dire, allez vous-même chercher la dépouille ainsi que la famille. J'irai moi-même chercher notre première maman. Et si possible même, je suis en train de voir comment le faire ces jours-ci, avant cette élection, aller là-bas lui dire, maman, il faut essuyer désormais vos larmes. Je viendrai vous chercher. Vous pensez que l'histoire a été injuste avec Amadou Ahidjo? L'histoire injuste ou pas, ça, comme je dis, je ne juge personne. Ce que moi je fais, j'ai un cœur qui aime le peuple et je voudrais unir tous les Camerounais. C'est un geste fort que vous faites, c'est un geste politique. Donc, le fait de ramener la dépouille, je dis que c'est un signal fort que vous envoyez. Ce signal a un sens. Est-ce que c'est pour dire finalement que voilà, ça aurait dû être fait plus tôt, il fallait le faire plus tôt, ça n'a pas été fait, donc c'est une forme d'injustice qui aurait été donc infligée à Amadou Ahidjo? Je ne juge personne. Une chose est certaine, je suis un homme de paix. Et je voudrais ramener la paix et la cohésion sociale au Cameroun. On ne peut pas bâtir, on ne peut rien faire. Regardez le cas d'Ambazonia, regardez le cas de Boko Haram. Donc, on ne peut rien faire dans un contexte de guerre. Nos investisseurs, ils vont promettre, les gens viendront, on signe des MOU par-ci, par-là, mais personne ne viendra investir dans un pays qui n'est pas stable. Voilà, donc la première chose à faire, c'est d'essayer de remettre d'abord la paix. Donc, la paix dans les cœurs, dans les foyers, dans les familles, et réunir tous les Camerounais, les mettre tous au travail. Donc, ce que je ferai, au-delà de la dépouille du président Amadou Ahidjo, du président de la fondation, la première dame a une fondation, le CERAC. Et cette dame a mobilisé des personnes autour d'elle. Elle a redonné espoir à beaucoup de femmes. Et cette fondation aussi, l'État va la prendre en charge. Et donnera des moyens demain à cette maman pour qu'elle continue à œuvrer, elle continue à mobiliser les femmes, qu'elle continue à aller de coin en coin pour redonner vie et redonner espoir. Je reviens un peu sur la mémoire d'Ahidjo, évidemment. Vous n'avez pas répondu très précisément à la question si l'histoire était injuste avec cet homme ou pas, ancien président du Cameroun. Mais je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous considérez, si vous vous penchez sur l'histoire de votre pays, que Paul Biya est l'héritier d'Amadou Ahidjo? Le président Amadou Ahidjo a donné les clés de la République au président Paul Biya. Et ce que, d'ailleurs, je souhaite, vous m'avez posé la question tout à l'heure sur le président Paul Biya, je voudrais en fait profiter de ce passage pour dire que le président doit donner la chance à son peuple d'avancer, de continuer. Vous ne répondez pas à ma question là. Sa destinée. Est-ce que Paul Biya est l'héritier politique d'Amadou Ahidjo? Je sais que le pouvoir lui a été donné par le président Amadou. Est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité de l'œuvre d'Amadou Ahidjo? Alors, je ne vais pas juger le président, je ne vais pas juger les actions du président Biya, mais une chose est certaine, nous n'avons pas avancé. Nous avons du pétrole, nous avons des richesses, nous avons beaucoup de richesses. Les premières, c'est d'abord les hommes. Voilà, au-delà d'hommes, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le diamant, nous avons toutes les richesses au Cameroun qui doivent en principe permettre à cette nation-là de pouvoir évoluer et de vivre dans la paix et dans la cohésion. Très bien. Voilà. Jean-Blaise Gouette, on va accueillir Moïse Esso qui est avec nous au téléphone. Moïse Esso, membre du bureau politique de l'UPC Malidem. Moïse Esso, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez écouté l'émission depuis le début, vous étiez au téléphone. Est-ce que vous connaissez le candidat Jean-Blaise Gouette? Sur les réseaux sociaux, oui. Je connais, je lis de temps en temps ses interviews et ses prises d'opposition, mais je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Vous ne l'avez jamais rencontré, donc vous n'avez pas une opinion précise sur sa candidature?
disons que j'ai une opinion sur ce qu'il dit, à partir de ce qu'il dit et qu'il fait. Alors, je sollicite alors votre commentaire sur tout ce que vous avez entendu. Disons que, bon, avant de parler, vous me permettrez, vous savez que je suis aussi un peu activiste, donc il y a des attitudes fortes que j'aime bien. C'est d'abord de rendre hommage à Luc Nkolola, qui est le militant congolais qui est brutalement brûlé dans sa maison. De la Lucha. Voilà, de la Lucha. Donc, je voudrais avoir une pensée pour lui, parce que ce sont des combattants courageux qui, sur place, mènent des combats que certains n'osent pas mener. Et évidemment, c'est au prix de leur vie. Bien sûr. Je pense que nous sommes panafricains et je voulais avoir une pensée pour lui et pour sa famille. Nous avons une pensée pour lui et sa famille. Et alors, pour revenir à la question que vous me posez, bon, j'observe d'abord que M. Gouet est très, très conciliant avec M. Biya. Et cela pose déjà un problème de fond qui est la rupture avec le système actuel. Pour ce qui nous concerne à l'UPC Manidem, au Code et aussi surtout au CPD, le Cameroun Patriotic Diaspora, dans lequel le Code est maintenant un membre dans cette grande plateforme, nous pensons qu'il faut une rupture totale avec le système actuel. On ne peut pas, dans la continuité, d'ailleurs vous avez bien posé la question à M. Gouet qui, comme d'habitude, a esquivé la question, est-ce que M. Biya est la continuité d'Aïdjo? Oui, M. Biya est la continuité d'Aïdjo. M. Gouet n'ose pas le dire, mais c'est bien le cas. Donc, M. Biya, M. Aïdjo, ce sont les continuités de système. Et cela démontre que même si Aïdjo était resté au pouvoir, dans le nouveau contexte de crise économique qui est survenu après les années 87, quand le FMI a commencé à venir au Cameroun, peut-être qu'il n'aurait pas amené le Cameroun à ce niveau de décrépitude, parce que M. Biya a une touche personnelle qui est la non-gestion du pays, mais on n'aurait pas échappé à la situation catastrophique dans laquelle on est. Donc, il y a une continuité, c'est un système. Et on ne peut pas chercher à résoudre des problèmes des Camerounais aujourd'hui en cherchant à caresser ce système ou à donner l'impression qu'au sein du système, quelque chose est possible. Il faut une rupture. Et M. Gouet n'est pas un candidat de rupture. On l'a bien vu, vous l'avez bien vu. Il n'ose pas dire que M. Biya est le problème. M. Biya est le problème. Non pas parce que c'est un individu, mais parce qu'il incarne un système dont, surtout en Afrique, dans les régimes présidentiels forts, il est le tenant. Ça veut dire que du jour au lendemain, si jamais il meurt brutalement ou bien qu'il décide de quitter sans préparer une succession, tout s'écroule comme un château de cartes. Donc, M. Biya est le socle de ce système. Et on ne peut pas discuter et dire qu'on veut changer le Cameroun sans nommer et toucher le problème du doigt. M. Biya est un problème. M. Gouet n'ose pas le dire. Il parle de réconciliation nationale. Mais il nous parle de qui? d'Amadou Aïdjo. Je suis d'accord que la dépouille doit rentrer parce que tout homme d'État ou tout Camerounais a le devoir d'être enterré chez lui. J'aurais préféré que M. Gouet s'apesantisse. Et là aussi, je veux rendre hommage et je veux dire que le CPD, le Code et l'UPC Manidem, nous pensons à ceux qui sont aux 160 000 Camerounais qui sont dans les forêts aujourd'hui du Cameroun et au Nigeria. M. Gouet n'avait fait aucun geste vis-à-vis de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Je n'ai pas entendu qu'il est allé à Bamenda ou bien à Boya pour les rencontrer, mais il veut ramener la dépouille de M. Je ne lui ai pas posé la question encore. On va y arriver tout à l'heure à la question sécuritaire. Peut-être qu'il va nous annoncer qu'il y est allé, mais je ne l'ai pas lu. Donc, quelque part, la réconciliation aujourd'hui où nous parlons commence d'abord par mettre les Camerounais qui ont subi la colonisation anglaise et la colonisation française ensemble autour de ce Cameroun qui, en 1919, a été arbitrairement séparé entre ces deux puissances coloniales. C'est ça le problème aujourd'hui. Moïse Esso, il va quand même vous répondre quand même. Oui. Je vais suspendre votre propos. Vous allez y revenir. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Jean-Blaise Gouet, que répondez-vous à Moïse Esso quand il dit que vous n'êtes pas un candidat de la rupture? Vous savez, j'ai un cœur attaché au peuple. Je suis un homme de paix. Alors, nous avons en face, certainement, on a eu hier le système qui est en face. On a eu en face également une opposition, c'est-à-dire un semblant d'opposition qui est en face et qui en fait a contribué à pactiser avec le système actuel pour que les Camerounais soient au même point. Mais vous pensez à quelle opposition précisément? Aux hommes politiques que nous avons chez nous. C'est très bien. Le SDF? Vous savez, il n'y a pas que le SDF, on a plusieurs partis politiques. Il y a d'autres qui sont... Je ne commence pas le SDF, c'est le premier parti de l'opposition. Il y a d'autres qui sont au sein même du gouvernement. Mais vous êtes dans l'opposition ou pas? Je suis un parti du centre. Ah oui. Voilà, je suis vraiment du centre. Vous n'êtes pas un mouvement d'opposition. Je n'ai pas envie de juger M. Biya, je ne viens juger personne. Oui. Moi, ce que je fais, c'est d'apporter la paix. Je suis en France aujourd'hui. J'ai commencé d'ailleurs à partir du Cameroun, contacter tous nos frères et sœurs anglophones, ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur.
Donc, je fais le tour. Oui. Aller en zone anglophone aujourd'hui, nous savons bien que c'est très risqué d'y aller aujourd'hui. Alors, donc, on est en train de préparer une descente, non seulement à Bamenda, mais aussi vers là où sont les réfugiés. Et ça, cette descente, nous la ferons ensemble avec certains de nos frères anglophones. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. D'accord. La gesticulation, moi, j'aime pas. Donc, la politique, elle n'aime pas du bruit aussi. Oui, mais la stratégie, c'est encore la mille politique fois aussi, mieux. c'est de temps en temps une compétition, parce que là, vous vous engagez dans une compétition C'est les résultats qui comptent. qui aura lieu C'est le en nombre octobre d'affaires. 2018, je Oui. précise bien. Et vous allez devoir croiser le fer avec Paul Biya quand même. Alors, quand on est au centre, le problème du centre, c'est que le centre, on ne sait pas très bien où il se situe en Ce qui général. est sûr, le président Biya a fait son temps. Il a 86 ans aujourd'hui. Oui, Et pour moi, il est important que le président se retourne, qu'il regarde le peuple qui restera derrière. oui. Et ce peuple-là, en principe, il a eu les clés du RDPC, qui était l'UNC à l'époque. Oui. Et ces clés, en principe, je souhaiterais qu'il aide son peuple à avancer. Qu'il nous donne des chances, qu'il me donne des chances d'amener ce peuple vers sa libération. Très bien. On va marquer une pause à nouveau. Jean-Blaise Gouette, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, candidat à l'élection présidentielle de octobre 2018 au Cameroun. Et Moïse Sow est avec nous au téléphone, membre du bureau politique de l'UPC Manidem. On se retrouve, on continue, on reprend le cours du débat après la publicité. Ne partez pas. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Élection présidentielle au Cameroun, le temps des candidatures. Jean-Blaise Gouette est notre invité, candidat à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Il est président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC. Et notre autre invité, Moïse Esso, membre du bureau politique de l'UPC Manidem. Moïse Esso, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, parlons justement de l'UPC, parce que l'UPC n'est plus, si j'ose dire, ce que ça a été par le passé, parce qu'il y a plusieurs tendances maintenant de l'UPC. Vous êtes donc l'UPC Manidem, et il y a d'autres tendances. Je pense notamment à cette tendance dite tendance Robert Bapo-Lipo, qui appelle à soutenir très clairement la candidature de Paul Biya. Alors, selon M. Robert Lipo, Paul Biya est le choix d'un Cameroun indivisible, uni dans la diversité et véritablement tourné vers la quête de la vérité. Alors, il précise que Paul Biya est le seul capable de résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui au Cameroun. Alors, c'est une initiative qui est quand même soutenue par Daniel Ruben, le fils du leader historique du mouvement, Ruben Oumaniobé, et son fils est vice-président de cette faction de l'UPC, cette faction Robert Bapo-Lipo. C'est un choix justifié, je sais pas, qui justifie par le fait que Paul Biya est l'homme de la situation. C'est quand même curieux de voir aujourd'hui que des gens portent évidemment l'emblème UPC et un appel à voter pour Paul Biya. Par ailleurs, vous nous dites que Paul Biya est aujourd'hui le problème central du Cameroun. Écoutez, l'histoire du Cameroun, pour peu qu'on la connaisse, et surtout l'histoire de l'UPC, puisque, in fine, les deux, en tout cas dans une certaine période, entre 48 et 72 et 72, se confondent pratiquement, oui. C'est que c'est une histoire qui est qui est connue, c'est une histoire de trahison. Oui. C'est-à-dire que ceux qui ont obtenu l'indépendance, à qui on l'a donnée, c'est-à-dire Amadou Ahidjo, entre autres, oui. sont ceux qui n'avaient pas lutté pour ça. Donc, ce n'est pas nouveau que des opportunistes utilisent les noms, oui. les dénominations de ceux qui ont combattu et qui sont morts, qui se sont fait assassiner. Alors, quel est finalement aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, le canal historique alors, de l'UPC? Le canal historique, c'est l'UPC Manidem, c'est nous. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que le régime de M. Paul Biya a créé au moins 2 ou 3 UPC, qui d'ailleurs aujourd'hui posent problème au même régime, puisque comme vous dites, il y a l'UPC de Bapo-Lipo, mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire ou qui peuvent se renseigner, il n'y a pas que cette UPC qui soutient le gouvernement. Il y a l'UPC qui est justement soi-disant légalisée, qui n'est pas celle de M. Bapo-Lipo, oui. C'est celle qui est dirigée aujourd'hui par Mme Abibou, anciennement par M. Onana et M. Luka Bazil. Tout ça, ce sont des UPC qui ont pignon sur rue. Par contre, l'UPC Manidem, c'est-à-dire celle que je représente, qui a les documents historiques du parti depuis 1948, n'est pas légal au Cameroun. Moi, je vous parle, l'UPC Manidem n'est pas légal, malgré une décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, y compris une décision du Conseil constitutionnel camerounais, qui a ordonné au régime camerounais de nous légaliser sous le nom d'UPC Manidem depuis les années 95, mais le régime refuse de nous légaliser. C'est vous dire qu'en fait, ils ont identifié quelle est la branche
qui est capable d'amener le Cameroun là où les Oumniobé voulaient l'amener. Je pense. Ça, c'est aussi clair que ça. Je tenais à faire ce point avec vous parce qu'évidemment, on a du mal à s'y retrouver et cela peut créer aussi une confusion, en tout cas, je dirais, au sein du public camerounais. Oui. C'est le but recherché par le régime, justement. C'est qu'il y ait une confusion parce qu'ils sont capables d'avoir à la fois celle de Kodok et celle de Ogbenlen à l'époque. Donc, ce sont les mêmes qui se changeaient entre ministres, mais qui avaient des UPC différentes parce que le régime avait besoin de noyer l'identité de l'UPC dans des choses qui ne donnent plus envie d'y croire. Et nous continuons le combat et nous allons y arriver. Et c'est l'UPC Manidem qui est parmi les partis signataires d'une plateforme pour la Nouvelle République? Non. Ah bon. On n'a pas signé pour la Nouvelle République avec Akel Monapa. Non. Parce que justement, avec la Nouvelle République, c'est l'UPC légale aujourd'hui au Cameroun, parce que celle de M. Bapon n'est même pas légale. D'accord. L'UPC dite légale aujourd'hui, c'est celle que le gouvernement a légitimée avec Mme Abibou à la tête. Très bien. Voilà. Alors, je voudrais quand même dire deux choses, s'il vous plaît. Alors, rapidement, parce que il faut que je gère le chronomètre. Allez-y. Tout à fait. Bon, je voulais dire à M. Gouet, qui est un homme d'affaires, qui a financé l'anniversaire de la session de Paul Biya au pouvoir, les coupes de Dynamo et tout, qu'aujourd'hui, le Cameroun patriotique diaspora a déjà fait un premier envoi de plus de 1 000 € aux réfugiés dans le nord-ouest et au sud-ouest et a lancé une deuxième collecte. Nous aurions souhaité qu'un homme d'affaires comme lui, qui se préoccupe du sort des Camerounais, rejoigne et participe à cette collecte. Et je voulais quand même faire un peu petite, excusez-moi, je l'auto-qualifie de punchline, parce qu'en entendant M. Gouet, je n'ai pas l'impression que c'est le mouvement patriotique pour le changement au Cameroun. J'ai l'impression que c'est le mouvement patriotique pour la continuité au Cameroun. C'est le punchline, oui. Alors, voilà, souffrez qu'il réponde à ce punchline, Jean-Blaise Gouet. Est-ce que vous allez participer, je dirais, à ce mouvement de soutien aux populations des régions anglophones? Vous savez, moi, comme je le dis encore, j'aime pas la gesticulation. Je suis vraiment loin de la gesticulation et je pose des actes. Et ce qu'il faut poser comme acte aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Libérer ce peuple-là. Alors, mes frères et sœurs de l'UPC, je voudrais profiter de cette antenne, effectivement. Vous savez, le rêve, c'est bien. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Alors, l'UPC, vous l'avez dit tout à l'heure, est divisé en 1000. Alors, le travail que Oumniobé a commencé à faire, il sera achevé quand? Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Vous voyez, vous avez eu l'UMP. Avant, c'était les partis politiques ici en France. C'était l'UMP. C'était les Républicains, et ainsi de suite. Quand ça ne marche pas... Il y a eu le RPR d'ailleurs, voilà, qui est l'UMP. C'est ça. Quand ça ne marche pas, il faut changer de nom. Prendre autre chose et continuer. Moi, j'ai créé le MPCC, si vous regardez très bien. Mon père fut un activiste de l'indépendance. Il a été UPCiste. Moi-même, j'ai du sang UPC dans mes veines. Et aujourd'hui, ce que mes frères et sœurs de l'UPC font, diviser ce parti politique-là, que nos parents ont contribué à bâtir pour rester dans la gesticulation aujourd'hui et perdre la chance à notre nation d'émerger, d'aller là où Lompodo lui-même avait dit que la Troisième République, c'est celle des Bassa. Alors, mon frère Issou reconnaît que son parti politique n'est pas reconnu. Comment va-t-il faire? Les élections, c'est là, au mois dans 5 mois. Il n'a pas de candidat. Comment va-t-il faire pour aller à cette élection-là? Il n'a pas de candidat. Alors que Podol a dit que la Troisième République est là. Et nous y sommes. Je voudrais profiter de cette antenne, effectivement, pour féliciter et appeler mes frères et sœurs, les Bassa, les Bamileke, tous ceux-là qui ont lutté pour l'UPC. La Troisième République, celle-là même, nous y sommes. Je voudrais ici saluer le courage de Mme Evelyne. Alors, vous allez continuer. Juste une seconde, s'il vous plaît. Evelyne Gognobin, qui a rejoint le mouvement et qui est la présidente désormais du MPCC France. D'accord. Cette fille, c'est aussi une fille de Ruben Oumniobé. Très bien. Et là, elle a du cœur pour la nation, pour la patrie. Et ça, je salue son courage. On va marquer une pause pour écouter le Flash Info de 19h. J'espère avoir le temps de vous poser d'autres questions sur la libération, notamment des personnes incarcérées dans le cadre de l'opération Épervier. On parlera bien sûr de la crise sécuritaire dans les régions anglophones et vos éventuelles solutions, bien entendu. Restez avec nous. À tout à l'heure, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. L'élection présidentielle au Cameroun, notre invité Jean-Blaise Gouet, candidat à cette élection qui aura donc lieu en octobre prochain au Cameroun. Jean-Blaise Gouet, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC.
Également avec nous, Moïse Esso, membre du bureau politique de l'UPC Manidem, l'Union des populations du Cameroun. On va aller très vite parce qu'il nous reste très peu de temps. On va essayer de poser un maximum de questions, j'espère, des réponses tout aussi brèves. Alors, vous vous engagez donc, Jean-Blaise Gouette, pour la libération des personnes incarcérées dans le cadre de cette opération dite Épervier, opération anticorruption. Alors, vous dites, vous voulez également libérer tous ceux qui sont emprisonnés pour des raisons économiques, à la condition qu'ils rétrocèdent à l'État les avoirs et biens volés au peuple camerounais. Vous le dites très clairement, parce que vous dites, voilà, le plus important pour moi, je vous cite, et le plus urgent n'est pas de les voir derrière les barreaux, mais de récupérer les sommes détournées pour créer des industries et donner du travail à nos chômeurs. Fin de citation. Alors ma question est celle-ci, elle n'est pas malicieuse du tout. Si vous demandez à ces personnes de rendre ces sommes, c'est donc que vous considérez qu'elles ont réellement volé et qu'elles ne sont donc pas victimes d'une injustice ou d'une cabale politico-judiciaire. Si elles sont en prison, oui, ça veut dire peut-être que quelque part, il y a un problème. Oui, parce que certains disent qu'ils sont victimes, que ces personnes sont victimes d'un règlement de compte politique. Alors, vous dites il faut qu'ils rendent l'argent. Donc, si vous dites qu'ils rendent l'argent, c'est qu'ils les ont volés. On a aussi vu certaines listes circuler au Cameroun et partout ailleurs. Donc, pour moi, c'est une opération. En fait, je ne veux porter aucun fardeau. Oui. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire, je veux ramener la paix du cœur, non seulement dans toutes les maisons. Vous partez du principe que ces personnes sont coupables donc de détournement. Coupable ou pas, ce qui est certain, il faut remettre la paix au Cameroun. Remettre la paix. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un dont on dit qu'il a volé des centaines de milliards de francs, il a été condamné à 10-15 ans d'emprisonnement, qu'il sorte au bout de 15 ans, qu'il est resté chez lui à la maison avec 100 milliards de francs. Non. Donc, ce que je vais faire demain... Et si elles ne rendent pas l'argent, qu'est-ce que vous faites alors? Ce que je vais faire demain, toutes ces personnes-là, je vais les inviter une à une, on apportera les dossiers et l'argent, ceux qui ont l'argent, s'il a été certifié, les comptes sont là, les numéros de compte pour certains sont également connus, il faudra les mettre dehors. On a besoin de donner du travail à nos chômeurs. Bon. On a besoin de créer des usines, on a besoin de créer des industries. Les caisses de l'État sont vides aussi. On va avancer. Et quand on somme tout cela, ça fait des centaines de milliards de francs. Très bien. On a beaucoup de questions à vous poser. Un mot sur le volet économique de votre projet. Alors, il y a un point qui retient l'attention. Vous envisagez notamment de renationaliser, je vous cite, ou moderniser certains secteurs stratégiques qui relèvent de la souveraineté de l'État. Vous citez l'eau, l'énergie, transport ferroviaire, transport aérien. Alors, c'est une promesse qui est très forte parce que comment vous pensez ramener, ces entreprises stratégiques dans le giron de l'État, alors même que tous les partenaires économiques du Cameroun, je pense aux bailleurs de fonds notamment, sont plutôt des adeptes du désengagement de l'État dans les grands secteurs de l'économie? Nous avons le chemin de fer, par exemple. Le chemin de fer a été privatisé depuis des décennies. Ce chemin de fer qui a été privatisé, nous avons... Et ça marche pas bien, ancien tronçon ferroviaire qui est là. Il est ancien. Cet ancien tronçon ferroviaire qui est là a été construit à l'époque des Allemands. Alors, il marchait avant qu'on ne privatise. Aujourd'hui, moi, je souhaiterais appeler Bolloré, voilà, qui, en principe, a racheté ce tronçon ferroviaire-là. Alors, qu'il vienne, qu'il nous fasse un projet. Alors, soit, s'il peut, qu'il le fasse, mais... on a perdu des centaines, voire des milliers de personnes là, au Cameroun il n'y a pas longtemps. Et un peuple ne peut pas, il peut pas vivre comme ça. On a un chemin de fer. L'État a des moyens d'aller s'endetter n'importe où, de chercher des investisseurs. Moi, je suis là, j'en ai rencontré aux États-Unis et un petit peu partout. Donc ces investisseurs viendront avec des moyens investir. L'erreur des pays africains, ça a été d'accepter de privatiser des secteurs stratégiques, comme vous le dites, comme l'eau et l'électricité. Mais on sait bien que c'est plus facile de privatiser que de renationaliser. C'est plus facile, effectivement, parce que quand vous avez un bien, comme nous les avons, les biens de l'État, alors donner un chemin de fer à une concession quelconque, eau et électricité, à 20 milliards de francs, et que cette personne prenne cette concession, ne puisse pas la moderniser pour rendre service à notre peuple, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous passez des nuits complètement sans électricité, sans eau. C'est un acte fort. Est-ce que c'est possible? C'est un acte fort que de renationaliser. C'est un acte très fort. Je pense que quand on fait de la politique, en principe,
on a l'intérêt, le souci du peuple. Et vous aurez donc les moyens de le faire. Vous savez, je suis un homme d'affaires. Si j'ai envie de construire une usine, je cherche ceux qui peuvent le faire. Ils viennent, ils construisent. Mais là, c'est le privé qui parle. Ça, c'est le privé qui parle. Oui. Moi, je projette, je vous projette en tant qu'homme d'État, en tant que président de la République. Est-ce que vous aurez les moyens, je veux dire, de poser cet acte fort que de renationaliser ces grands secteurs stratégiques de l'État? Homme d'État avec une expérience. Parce que moi, c'est les résultats. Vous pouvez faire, on vous donne. Vous ne pouvez pas faire, on prend, on donne à quelqu'un d'autre. L'État a des moyens de s'endetter. L'État a des garanties. L'État a du pétrole, l'État a de l'or, l'État a des concessions de diamants, ainsi de suite. Donc, on ira chercher des personnes qui peuvent le faire. Si Bolloré peut le faire, il le fera. Alors, moi, j'ai dit, si Bolloré le fait, si Bolloré le fait, dans ce cas-là, vous ne renationalisez pas. S'il le fait, nous ne pouvons qu'encourager ceux qui peuvent réaliser des investissements. Soit vous promettez de renationaliser, vous le promettez très fortement aux Camerounais, c'est un acte fort, on vous attendra donc, je veux dire, à ce rendez-vous-là. Ou alors vous dites, bon, finalement, une fois que je serai là, je vais faire un compromis, on verra bien, je vais faire les arrangements. Un coup, je privatise, un coup, je renationalise. Nous avons, je prends le cas du chemin de fer, qui a été privatisé. Est-ce que vous allez récupérer le transport ferroviaire? Est-ce que vous allez le ramener dans le giron de l'État, oui ou non? Ça, il faut le faire, oui. D'accord, c'est très clair. Voilà, il faut le faire. OK. Voilà. Parlons de la question sécuritaire. Alors, on sait depuis 2 ans, votre pays est confronté à ce qu'on appelle la crise anglophone dans votre pays. Crise sociale qui a évolué vers un conflit armé dans la région anglophone. Alors, vous n'écartez pas l'hypothèse d'une guerre civile, parce que vous déclarez ceci, j'ai bien lu votre discours. Voilà, vous dites, si guerre civile il y a un jour au Cameroun, notre pays étant la locomotive de la sous-région, celle-ci aura certainement des conséquences inévitables et inattendues sur chaque pays de la région. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui se passe déjà dans les régions anglophones prend déjà les allures d'une guerre civile? C'est exactement ça. Vous savez, lorsque Boko Haram a commencé il y a quelques années, moi j'ai fait une note à la hiérarchie, à la haute hiérarchie, et dans cette note, j'avais dit à l'époque que si on ne faisait pas attention, il risquait forcément s'ouvrir d'autres portes, d'autres foyers de tension avant l'élection 2018. Et ça n'a pas loupé avec la crise anglophone. Aujourd'hui, nos frères et sœurs anglophones sont décidés de se laisser exterminer si ce système est là. Parce que je suis un homme politique, j'écoute, je parcours, j'analyse, ainsi de suite. Donc c'est un problème qui a commencé, pour moi, avec raison d'ailleurs. Vous savez, c'est un peuple qui a eu du courage. Ils se sont mis debout parce que vous ne pouvez pas produire du pétrole dans votre région. Vous produisez la plus grosse ressource qui, en principe, finance l'économie du Cameroun. Dans votre région, vous n'avez ni route, vous n'avez ni dispensaire, vous n'avez... Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien du tout. Pour vous, les revendications sont parfaitement légitimes? Je pense que c'est un peuple, vous savez, ce sont des qui est courageux. Il est courageux. Oui. Voilà. Maintenant, quant à aller tuer ses frères et sœurs, j'ai dit non. Parce que nous sommes un État. Et en face, le président de la République... En un mot, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise par les autorités camerounaises jusqu'ici? Moi, je pense que je ne veux pas juger. Vous savez, vous ne jugez pas du tout. Je ne juge pas le système, mais je vis avec des solutions. Parce que pour moi, en fait, il est tard. Alors, quelles sont vos solutions? Parce que vous avez déclaré, j'aime bien vous citer, les crises actuelles anglophones ou francophones n'ont aucune raison d'être, considérons-les comme relevant du passé, vous dites, car bientôt elles ne seront plus qu'un vieux souvenir, c'est-à-dire, entre parenthèses, sous-entendu quand je serai élu. Alors, si vous détenez la solution, Jean-Blaise Gouet, pourquoi vous ne la soumettez pas dès maintenant aux autorités? La solution, la première solution, d'abord, c'est le système en place, qui doit laisser place à un autre système, à une nouvelle génération. Mais vous dites finalement ce que voulait entendre Moïse Esso, vous êtes un candidat de la rupture. Avec le système. Je le dis depuis le début. Le président a 86 ans. Le président a travaillé. Aujourd'hui, il est question qu'il nous donne le pouvoir. Voilà. Mais je ne voudrais pas pousser le président aller passer ces derniers jours à l'extérieur. Donc moi, j'apporte une solution. Comment vous dites ça? Comment vous dites ça? Qu'il vous donne le pouvoir? Je ne vais pas vous donner le pouvoir. Qu'il aide le peuple camerounais à avancer. Il va être candidat. Aider le peuple camerounais à avancer, ça veut dire qu'il peut me mettre candidat. Il peut simuler une candidature. Il peut simuler. Et me laisser, moi, Gouet, gagner. Sinon, il a un autre choix. Choix que le président a aussi. C'est un schéma invraisemblable. Le choix que le président a aussi. Vous savez, il a eu les clés du RDPC, de l'UPC, de l'UNC. Il a eu les clés par les mains du président Ahidjo. Ces clés-là, en principe,
Le président doit les remettre. Il peut les remettre. Et c'est à vous que vous voulez qu'il les remette. Moi, je pense qu'en face, il n'y a eu personne. Parce que s'il avait eu quelqu'un, non seulement le président ne se serait pas. Votre discours est beaucoup plus clair quand même au bout de l'émission. Le président ne se représenterait pas. Vous savez, moi j'ai toujours eu comme l'impression que si le président avait eu quelqu'un qui pouvait incarner la relève, qui pouvait le représenter à l'intérieur de son propre système, il lui aurait remis le pouvoir. N'ayant vu personne, n'ayant préparé personne, il est question, il n'est pas seulement pour lui obligé d'aller prendre quelqu'un à l'intérieur du RDPC à qui il peut remettre ces clés-là. Moi, il peut venir à l'extérieur de son propre parti et dire, mon fils, vous pouvez incarner la relève, vous pouvez être accepté par les anglophones, vous pouvez être accepté par les nordistes. Vous aspirez finalement à être le dauphin de Paul Biya, finalement. Je pense que je suis le dauphin naturel, monsieur du Cameroun. Nous avons compris, enfin, au bout de... C'est bien, on a bien fait de faire cette émission, parce qu'on a fini quand même par décrypter votre propos. Jean-Blaise Gouette, il nous reste 5 minutes. On va donner 2 minutes à Moïse Esso pour nous apporter un dernier commentaire. Et ensuite, bien sûr, Jean-Blaise Gouette, ce sera à vous de conclure. Moïse Esso, c'est à vous. Oui, en 2 minutes, bonjour. J'aurais tant de choses à dire, mais je vais essayer de résumer. S'il vous plaît, vous reviendrez à d'autres émissions, vous savez bien. J'espère bien. Oui. La première chose, c'est que je vais me porter en faux contre les propos tribalistes que M. Gouette a mis dans la bouche de M. Oum. En disant que, de Oum Niobé, de notre héros, en disant qu'il avait dit que la Troisième République serait Bassa. C'est vraiment manquer de culture historique et politique que de mettre de tels propos dans la bouche d'une podole. Parce qu'il s'est battu pour tous les Camerounais. Et si Oum avait décliné son combat en termes de Bassa ou Bamileke, ça donnerait presque raison aux chefs des cantons belges qui ont dégagé le socle de sa statue, parce qu'alors Oum ne serait plus qu'un héros Bassa et non plus un héros Cameroun. C'est ça. C'est vraiment ça. Alors, pour revenir sur les sommes, la récupération des sommes détournées, ce n'est pas une proposition nouvelle. Hein. Je vais quand même rappeler qu'un candidat que beaucoup ont fini par bien connaître, c'est M. Jean Djenga. Il l'avait déjà fait en 2011 dans sa célèbre émission télévisée qu'on connaît tous. Donc M. Gouette n'inaugure rien, il reprend les propos de M. Jean Djenga, qui avait dit qu'on vole ses propositions. Voilà une preuve. Alors, une dernière chose, c'est que le Code va lancer un appel à tous les candidats qui veulent aller à cette élection truquée d'avance et qui se passe dans des conditions... Le Code, c'est le collectif des organisations démocratiques et patriotiques de la diaspora camerounaise. Camerounais, c'est-à-dire en soutien avec le CPD, c'est-à-dire qu'on veut lancer un appel à tous les candidats pour qu'ils exigent d'abord l'arrêt de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Monsieur Gouette lui-même a dit que c'est dangereux d'aller là-bas. Comment est-ce que si une campagne n'est pas possible, un vote sera possible? Donc ça veut dire qu'en faisant la campagne que M. Gouette est en train de faire, en reconnaissant lui-même le danger qu'il y a à aller physiquement au nord-ouest ou au sud-ouest, il est en train d'entériner le fait que l'élection ne sera pas possible là-bas. On ne peut pas cautionner ça. Nous appelons tous les candidats à exiger du régime d'arrêter, de faire un véritable dialogue et d'arrêter cette guerre. Et je rappelle qu'il faut le faire vite, parce que le régime, se rendant compte qu'il ne peut pas faire autrement, a déjà commencé à manœuvrer avec une soi-disant commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui se met à produire des textes, des idées sur le fédéralisme, qui s'occupe de fédéralisme et tout ça. Ce n'est pas du multiculturalisme ni du bilinguisme. C'est une fausse commission de dialogue déguisée qui va encore être quelque chose de tronqué. Donc j'appelle M. Gouette, avec son mentor Paul Biya, dont il veut être le dauphin, il l'a reconnu, à dire à son papa, comme il aime bien employer les expressions père, mère, fils, maman, qu'il dise à son papa, vraiment, monsieur, dites à votre papa d'arrêter la guerre de l'autre côté. Merci. Le dialogue national. Merci beaucoup, Moïse Esso. Merci. Bonne fin de journée là-bas en Belgique, d'où vous étiez au téléphone avec nous. Jean-Blaise Gouette, ce sera donc à vous de conclure cette émission. Si on doit retenir, je dirais une impression générale de votre candidature, quels sont les mots que vous aimeriez communiquer à ceux qui vous écoutent aujourd'hui? Alors, je voudrais dire à tous les Camerounais, au peuple camerounais, qu'il a été patient, avec raison. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle république. Nous y allons. Le président Biya a fait ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, il est important que aussi bien les agents de l'État qui en fait ont soutenu le système, aussi bien les militaires, aussi bien la police, aussi bien tout l'ensemble du peuple camerounais. Je voudrais lui dire aujourd'hui qu'en fait, il est question de son avenir. Le président a travaillé, il faut qu'on se retourne tous, qu'on regarde derrière ce peuple-là. Il faudra qu'on se mette ensemble. J'appelle M. Esso qu'il se rejoigne à nous, parce que la nation, c'est chacun de nous.
Ce n'est pas une personne, ce n'est pas M. Gouet, c'est nous tous. Oui, mais enfin, c'est aussi le débat démocratique quand même. Aujourd'hui, bien sûr. Donc, tout le monde ne peut pas être d'accord, ce serait quand même embêtant. Nous sommes ouverts et aujourd'hui, le Cameroun doit continuer sa route. Le président a fait ce qu'il a pu faire et je pense que nous sommes en bout de course. Cela prouve également, c'est-à-dire que aussi bien la crise anglophone, Boko Haram, tout ce qui est crise sociale, prouve effectivement que les choses ne vont plus du tout. Il faut passer complètement à autre chose. Et j'appelle tous les Camerounais à se joindre à nous. Passer à autre chose, ça veut dire que vous ne vous inscrivez pas quand même, il faut bien comprendre, dans la continuité de l'œuvre de Paul Biya. Je suis désolé, parce que, moi je viens prendre des choses en main. Je ne mettrai personne dehors, je ne ferai aucune chasse aux sorcières. Ce qui est certain, nous avons des acquis. Et ces acquis, nous allons les prendre pour les transformer en une machine beaucoup plus développée et nous allons progresser. Vous allez vous appuyer sur l'existant, comme on dit, dans votre monde d'hommes d'affaires, pour pouvoir donc transformer et proposer au Cameroun ce nouveau Cameroun, finalement, que vous appelez de vos voeux. Avec tout le monde. C'est cela? Voilà, avec tout le monde, sans exclure personne. On a besoin de M. Biya, on aura besoin des membres de l'opposition, on aura besoin de tous ceux qui sont autour du président Biya, on a besoin du code, on aura besoin de tous les Camerounais. C'est un débat démocratique quand même, avec une opposition, enfin un pouvoir qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Démocratiquement. On donnera la place à chacun, on laissera libre bien sûr parole aux Camerounais de s'opposer, de dire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils ne veulent pas et de choisir. Parce que la création jaillit de de la confrontation aussi quand même. Donc il faut aussi des débats contradictoires. Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Blaise Gouet. Merci d'être venu. Président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC. Un mouvement qui a été créé donc en 2009, il faut le rappeler. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes candidat donc à cette élection présidentielle d'octobre 2018, octobre prochain, au Cameroun. Merci également à Moïse Sow qui était avec nous, membre du bureau politique de l'UPC Manidem. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Hélène Bizio. Vous pouvez la réécouter dès ce soir en podcast grâce à Saladin Gakou sur notre site africa1.com. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Dans quelques instants, n'oubliez pas, c'est la rediffusion du Journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann. Un peu plus tard dans la soirée, à 20h, rendez-vous avec l'information avec BBC Afrique depuis Dakar. Portez-vous bien, n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.